Dans le fond, tu as apporté des petits objets aujourd'hui parce que tu en as des plus grands, comme le plus grand, ça serait l'arc? Un arc, c'est assez grand, 6 pieds, mais quand on tombe dans les harpons pour la pêche, tu sais, j'en ai de 8 pieds, ça peut être immense. Donc, j'ai pas amené des trucs qui avaient des perches. Donc, c'est pas beaucoup des instruments de chasse, mais c'est des petits instruments qui sont associés à la chasse, comme ça, préparer les pots. Celui-là aussi, c'est un instrument de chasse. J'aime ça l'appeler de même, c'est pas tout à fait ça, mais il est utilisé généralement pour les déplacements des chasseurs. Et celui-là est d'origine inuit. C'est une visière. Ben, je sais pas qu'on appelle ça. Moi, visière, on les appelle des lunettes de neige. Des lunettes de neige. En français, tu sais. Les Inuits ont leur propre terme, que j'ai oublié. Je parle pas inuktitut, mais ils ont leur propre mot pour ça. Et puis, durant les déplacements dans l'Arctique, pas d'arbres, hein, juste de la neige, du soleil, mais ils avaient besoin de protéger leurs yeux. Je les aime parce qu'on a inventé les lunettes de soleil. Là, les gens ont leurs lunettes polarisées, 250 $ et tout. Puis, à force d'essayer des lunettes, moi, j'ai réalisé que ça, c'est encore le meilleur. Il n'y a aucune lunette sur le marché, peu importe le prix. Est-ce que tu les portes? Parce que c'est les... Ben oui, je les porte l'hiver. Et ceux-là sont faits pour mon visage. Donc, chaque artisan les faisait pour la forme de son visage, c'est l'idéal. Et puis, finalement, c'est 2 fentes. Ça empêche le soleil d'abord du haut. Ça l'empêche surtout de réfléchir. Ouais. Parce que si tu de la neige ensoleillée, si tu regardes ça pendant plusieurs heures, tu deviens aveugle temporairement. On appelle ça la cécité des neiges. Tu te promènes dans un champ glacé, là, puis c'est juste les rayons du soleil sur la neige qui rentrent dans tes yeux. Au bout de quelques heures, au bout d'une journée, là, tu es aveugle pour 2 ou 3 jours. Tu vois noir, tu vois plus rien. C'est temporaire, mais c'est freakant. Ça t'est arrivé, non? Non, moi, ça m'est pas arrivé parce que je me suis pas rendu là. Puis je suis beaucoup dans la forêt. Ça, dans la forêt, c'est moins efficace. Donc, terrain ouvert, champ de vision réduit. Le sol, de toute façon. C'est ça. Puis, quand j'étais dans la forêt avec ça, je me suis souvent accroché parce que ça réduit ton champ de vision à un horizon. Dans l'Arctique, c'est ça. Mais là, dans la forêt, il y a des branches ici, il y a des trous là. C'est que je m'enfargeais, je m'accrochais. C'est que j'ai compris que c'était parfaitement adapté à l'Arctique. Mais ça a un avantage que personne ne soupçonne. Normalement, je porte des lunettes, moi. Je suis légèrement myope. Je les porte pour l'extérieur, je suis pas très myope, à partir d'au-delà de 3 mètres. C'est clair, je peux pas mettre des lunettes avec ça, mais j'en ai pas besoin. Le fait est que quand tu portes ça, ça réduit ton champ de vision et ça améliore la myopie. Wow. Si tu es légèrement myope. Donc, je vois parfaitement clair avec ça, comme si je portais mes lunettes. Ça, tu l'as découvert ou... Ben, je l'ai lu. Je l'ai lu et puis je l'ai vécu en les portant. Fait qu'effectivement, ça laisse... C'est comme quand tu n'as pas tes lunettes ou tu as de la misère à voir, les gens, ils ferment les yeux comme ça. Mais c'est un réflexe naturel parce qu'en limitant le champ de vision, tu améliores un peu le focus. Ça fait que c'est la même chose avec ça. Donc, grâce à ces lunettes-là, je perds ma myopie, qui est très légère. Ça me permet aussi de me protéger du soleil, c'est ce que c'est supposé faire, mais il y a un avantage. L'avantage, c'est que je suis pas obligé de nettoyer mes lunettes tout le temps. C'est ça le problème des lunettes actuelles. Ça vient en buée, tu respires dedans ou peu importe, ou tu changes de température puis fog total. Ben ça, c'est du bois. C'est pas froid contre le visage. C'est du cèdre en plus. Donc, ça ne gèle jamais la face. Ça glace pas. La neige et la glace ne collent pas à ça. Et puis, ça peut pas s'embuer. Fait que de mon point de vue, c'est encore supérieur à tout ce que les industries peuvent produire aujourd'hui. La différence, c'est qu'il faut que tu le sculptes à la main. Alors, dans le monde dans lequel on vit, on veut en faire 10 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires pour vendre sur le grand marché. Ça oblige l'industrie. Donc, ça ne veut pas dire que l'industrie fait mieux que le traditionnel. Souvent, elle fait pire. Mais tout ce qu'on recherchait, c'est de faire une production de masse et des choses qui ne coûtaient pas trop cher, dans des matériaux plastiques et autres. Souvent, les technologies anciennes, je le dis, restent en termes de performance supérieures à beaucoup de nos technologies actuelles. Pourquoi on n'a pas cherché à faire plus performant? Simplement parce que ça ne s'adapte pas à nos machines et à notre industrie. Je pense que l'humain a été fasciné. Tu sais, à partir du moment où tu peux faire une machine puis tu peux reproduire un objet en série, il y a quelque chose, encore une fois, même peut-être l'enthousiasme d'un enfant là, de dire « Oh wow, j'ai cette capacité-là », tu sais, puis de s'émerveiller de notre ingéniosité. Puis maintenant, on dirait que, maintenant qu'on sait qu'on est capable de faire tout ça puis qu'il n'y a plus vraiment de limites technologiques, tu sais, qu'on sait qu'on peut avoir 30 assets IKEA pareil, là, année après année, bien, on dirait qu'on redécouvre le plaisir de toucher un objet où on voit le geste de l'artisan. Puis de dire cette pièce-là est unique. Au lieu de dire cette pièce-là est parfaite, de dire cette pièce-là est unique. J'ai l'impression qu'il y a un changement de valeur avec. Ouais, tu peux pas faire parfait à la main, puis c'est ça qui a de la valeur dans l'artisanat. Des fois, les gens se surprennent. Tu sais, ils disent une assiette faite par un céramiste, elle est artisanale, tu n'en as jamais 2 pareilles. Puis celle faite par le magasin. Celle du magasin, elle coûte 1$. Celle du céramiste, elle coûte 25$. Et les gens disent, hey,
Mais là, c'est ridicule, là. Tu peux pas vendre ça 25$, là, une assiette. Ouais, mais c'est parce que celle-là est complètement unique. Puis les traces qui sont dedans, c'est une partie de l'artisan. C'est peut-être les erreurs qu'il a faites, c'est son petit mouvement ou c'est sa petite touche personnelle. C'est toutes sortes de choses qui font que cet objet-là a plus de valeur. La valeur qu'on accorde aujourd'hui aux choses, c'est à l'unicité. Un objet qui existe en un exemplaire, comme un timbre ou une pièce de monnaie qui a une petite erreur, elle va valoir une vraie fortune parce qu'il n'y en a pas d'autres, puis il n'y en aura probablement pas d'autres. Donc, les objets artisanaux demandent plus de travail et on retrouve dedans une partie de l'artisan. Ça, c'est les lunettes de neige que je fais, basées sur des modèles que j'ai documentés, là, qu'on trouve dans les musées. Mais un autre artisan, je pourrais lui donner le même modèle, puis elle ne serait pas pareille. Il aurait fait un détail différent, il aurait donné un coup de couteau différent à certains endroits, il aurait peut-être changé les proportions. Même si j'utilise des gabarits, par exemple, quand je dois produire beaucoup d'objets, mais au final, là, ils sont quand même tous différents. Parce que c'est mes mains qui travaillent. C'est pas une machine parfaite qui répète. Si t'es fatigué, le trait sera pas pareil. La dernière que j'ai faite n'est pas pareille que la première. Mais... Et puis, ça dépend d'une personne à l'autre. J'ai des apprentis, puis là, je m'en rends compte. T'sais. Moi, je le fais d'une certaine façon, je leur montre ma façon. Mais c'est pas long qu'eux autres, ils développent leur propre façon. Parce que moi, j'ai les doigts d'une certaine façon, puis l'autre personne, peut-être, elle a mal dans ce doigt-là, elle va tenir la pièce différemment. Au final, ça se ressemble, c'est le même outil, mais moi, je le sais que c'est pas le mien. Je le regarde, je dis, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça se voit parce que je le fais pas comme ça. C'est beau de dire, on dirait qu'il y a une partie de moi qui cherche la réponse, de dire, c'était quoi cet outil-là, il était comment, puis comment il a été fait. Puis finalement, la réponse n'est pas claire parce que selon chaque humain qui l'aurait, tu sais, de maître en apprenti. Ah oui, ça change. Puis la personnalité de chacun, puis le style de chacun. Fait que finalement, c'est aussi d'assumer, toi, ton propre style, puis ta propre façon de travailler, puis de dire, c'est une réponse parmi tant d'autres. Puis ça nous aide à... C'est comme des indices de plus pour comprendre, mais c'est pas d'essayer de couler dans le béton, puis de trouver une vérité absolue. Non, il n'y en a pas une. Ce qu'il faut accepter, c'est ça. Puis ça, on le voit des fois dans des prototypes qu'on retrouve dans les sites archéologiques, c'est-à-dire des pièces, des ébauches qui n'ont pas été terminées. Pour faire un hameçon en os, là, c'est pas tout à fait celui-là. Ce serait un hameçon qui serait tout en os. Il existe, en Amérique du Nord, de ce que j'ai pu voir, 4 façons différentes. Ça fait que ça correspond à des régions, mais ça correspond aussi à des individus. Quelqu'un qui trouve une méthode difficile pour lui, il va en utiliser une autre. Au final, j'ai le même modèle d'hameçon. Mais ils ont utilisé 2 techniques différentes, peut-être pas le même outil. Il y en a un qui est plus habile à l'abrasion, il n'est pas très bon avec les éclats de cherte. Lui, il va prendre une autre pierre. Ça va se ressembler quand même. C'est que c'est ça, il n'y a pas une réponse. Ce que moi, je peux découvrir comme technique, c'est des possibilités. C'est ce qu'on appelle un range. Donc, on peut le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. À telle époque, à tel endroit, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Une de ceux-là. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!